Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le bouclier des parlementaires RDPC se fissure sous l'effet des critiques et la pression internationale à propos de la crise anglophone et le climat socio-politique au Cameroun, dans le but de défendre le pouvoir de Yaoundé. Le président du Sénat et de l'Assemblée nationale dénonce l'ingérence des députés européens et leur contre-vérité sur la réalité de la situation socio-politique au Cameroun, un avis que ne partage pas l'opposition. Elle redoute de nouvelles sanctions diplomatiques et économiques à l'encontre du gouvernement si aucun dialogue inclusif n'est organisé pour décrisper les tensions socio-politiques au Cameroun. À suivre dans ce journal, le regard croisé sur les enjeux et les implications des résolutions du Parlement européen. Et au Soudan, mobilisation populaire qui se poursuit dans les rues des principales villes du Soudan afin de demander un pouvoir civil de transition. Les discussions entre l'armée soudanaise et le peuple manifestant dans la rue ont été arrêtées. Nous ferons le point dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cette résurgence à grande échelle de l'insécurité à l'extrême nord du Cameroun, là où une attaque terroriste a fait près de 9 morts et de nombreux blessés graves. Les populations victimes des affres de cette guerre contre le terrorisme témoignent et déplorent ces violences qui se poursuivent dans plusieurs localités de la région de l'extrême nord avec de nombreux dégâts et la violence et le traumatisme que vivent ces populations. Reportage Amadou Daïrou et Jean-Paul Chouniat. Le petit village de Tchakamari, au lendemain d'un incendie criminel qui a tout ravagé sur son passage, laissant derrière désolation et misère d'une population désormais aux abois. Le crime est signé Boko Haram. Au milieu de la nuit de jeudi à vendredi, des assaillants lourdement armés et présentés comme membres de la secte islamiste surprennent les habitants de Tchakamari dans leur sommeil. Papa, on m'a compris, on est voisins des militaires. Donc, ils sont très encore l'autre quelqu'un des gens de Boko Haram, ils m'ont dit que Allah Akbar beaucoup. Ils sont tirés la quartier là, ça va nous, on a trouvé route, on a cherché dans les quartiers. On a entré dans les embrouilles avec les enfants, avec les femmes, toujours. Premier bilan des dégâts sur le coup, d'innombrables cases incendiées, des récoltes de plus de 6000 sacs de céréales réduits en cendres. On a regardé la lumière, toujours les maisons, mil, les haricots, les oignons, être un peu l'argent dans les maisons, bon, les matons et les sabres, bon, toujours ils sont la lumière. On a venu 6 h au matin, juste pour quelqu'un, il y a un kilo même. 2 camions calcinés, des morts et blessés graves, sous soins à l'hôpital de district de Mora, chef-lieu du département du Mayo-Sava. Premier bilan fait état de 9 morts, dont 3 femmes, 1 enfant et 5 hommes. Et presque tout le village est incendié à 95%. Avant de lancer l'assaut fatal sur Tchakamari, les adeptes de Boko Haram ont d'abord attaqué le poste de contrôle pour enfin toucher leur cœur de cible. On est touché de cette attaque. Nous, dans notre tête, on disait que le calme est là. La population, ceux qui étaient en déplacement, ont rejoint le village. Subitement, ça arrive. Et puis, j'ai dit que le 2 tiers du village est parti en fumée. De sources dignes de foi, ce sont les voisins du village Tchakamari qui ont filé l'information à leurs complices sur la vulnérabilité de la base militaire du coin, diminuée de 19 de ses éléments partis en détachement dans la région en crise du nord-ouest. Et les 6 militaires en faction ont fait de leur mieux pour repousser les assaillants armés. Hélas, les dégâts sont énormes. Les habitants de Tchakamari n'ont que leurs yeux pour pleurer. On est touché de cette attaque. Nous, dans notre tête, on disait que le calme est là. La population, ceux qui étaient en déplacement, ont rejoint le village. Subitement, ça arrive. Et puis, j'ai
dit que le 2/3 du village est parti en fumée. Partout ici, il se raconte aussi que le comité de vigilance de Tchakamari a baissé la garde depuis des mois. Ses membres n'ont plus rien reçu du gouvernement. Une démobilisation qui a facilité l'accès au Boko Haram dans leur forfait. Je reviens toujours sur ce problème de tranchées qui depuis longtemps a été une bonne chose pour nous. Et depuis un certain temps, certains endroits sont fermés. Ce qui fait que Boko Haram profite aujourd'hui pour rentrer dans le Cameroun à partir de ces tranchées qui sont complètement remblées. Depuis cette attaque, c'est une illusion de calme qui règne sur Tchakamari, petit village du canton Limani, dans l'arrondissement de Mora. Autre lieu d'insécurité grandissante, c'est dans le département de la Menoie et ses localités limitrophes aux régions anglophones en proie à des violences meurtrières. Malgré la présence d'une ceinture de sécurité, les populations subissent des séries d'enlèvements et de kidnapping, des prises d'otages avec exigence de rançon au point où plusieurs établissements scolaires se sont vidés de leurs élèves par peur des représailles et des attaques menées par des groupes venant de ces régions anglophones. D'autres précisions avec Leclerc Sakem. Le dernier cours dans cette salle de classe du CS de Fosson-Lelem remonte au 24 septembre 2018. Cette école est aujourd'hui cernée par les herbes folles. Preuve que la situation sécuritaire dans cette partie du département de la Minois, frontalière au sud-ouest du Cameroun, ne cesse de se dégrader. À Fongo-Tongo voisin, les enlèvements sont devenus le sport favori des bandes armées. 2 semaines seulement après le kidnapping de 6 enfants, ces fauteurs de troubles sont revenus à la charge pour enlever 4 femmes et une adolescente en plein travaux champêtres. Nous étions surpris ce matin qu'il y a eu encore enlèvement ici du côté de Nzifonda et puis de l'autre côté de l'Ocha. Ces personnes qu'ils ont enlevées ce matin, ils étaient au champ. J'étais au champ pour cultiver avant qu'on est venu me raconter aussi. J'ai appelé le père à la maison pour lui dire aussi, avant qu'on a dit qu'on vient d'abord ici, là, signaler. Moi, je suis la 2e femme et elle, qu'on a arrêtée, c'est la 3e. Au nombre de 6, il y a une maman qui était tellement fatiguée, ils l'ont abandonnée et puis c'est celle-là qui est venue nous donner. Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement? Elle a dit qu'ils étaient en train de travailler au champ et puis ils ont vu deux personnes qui sont fusil à main. Ils ont dit seulement allez passer. Nouvellement affecté dans la région du soleil couchant, le colonel Bang, Milo, James est allé toucher du doigt les réalités que vivent les soldats, les comités de vigilance aux côtés des populations meurtries. À la chefferie supérieure Fosson LLM, qui avait été incendié par ces hommes sans foi ni loi, le convoi est accueilli par des coups de feu lointains. Le collision rassure. C'est un mauvais vent qui est en train de passer. Les populations doivent garder espoir que la paix va revenir. La sécurité que nous assurons, ces populations également ont une part de responsabilité pour dénoncer, pour nous renseigner et permettre à ce que nos actions soient plus efficaces sur le terrain. C'est ici, effectivement, là où je suis placé, où un véhicule a été incendié. La carcasse venait d'être enlevée. J'ai tenu à arriver voir. Dans cette partie du Cameroun, les populations ont perdu le sommeil. Un retour au calme reste leur plus grand souhait, afin que les plantations, les activités, l'école et autres reprennent vie. Et cette série noire d'enlèvement est également vécue à Bamenda, là où le frère de John Frundi, président du SDF, a été kidnappé, ainsi que certains de ses ouvriers. Les ravisseurs n'ont pas été identifiés. Et dans un tel contexte d'insécurité, le Parlement européen interpelle le gouvernement camerounais sur sa gestion de la crise anglophone en déplorant des exactions et la violation des droits de l'homme sur le théâtre de la crise anglophone, déplorant le manque de dialogue entre les parties engagées dans ce conflit et la réaction du Parlement, du moins des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale ne s'est pas faite attendre. Le président du Sénat et celui de l'Assemblée nationale qui dénoncent une ingérence des députés européens et leur contre-vérité sur la réalité de la situation sociopolitique au Cameroun, réaction évoquée dans ce reportage que signe Flavien Valondongo. Le 18 avril 2019,
des députés de l'Union européenne, dans un document, marquent leur indignation contre le gouvernement camerounais qui peine à résoudre les crises sociopolitiques qui secouent le Cameroun. De la crise anglophone en passant par l'interpellation des leaders politiques de l'opposition et l'interdiction systématique des manifestations, les parlementaires de l'Union européenne ont adopté des résolutions qui remettent en cause des efforts annoncés par des autorités camerounaises à faire face aux problèmes qui troublent la vie des citoyens. Ceci sous le regard presque méprisant et surtout insoucieux des deux chambres du Parlement camerounais. Suite à toutes ces récriminations des parlements européens, les réactions des représentants du Sénat et de l'Assemblée nationale n'ont pas tardé. Dans un communiqué signé le 19 avril dernier, le président du Sénat fustige les allégations contenues dans les résolutions brandies 24 heures plus tôt par les parlementaires européens qu'il qualifie de contre-vérité des réalités du terrain. Il a invité ses confrères parlementaires européens à venir au Cameroun toucher du doigt les réalités. Pour sa part, le Parlement panafricain pense que les députés européens ont poussé le bouchon à l'extrême dans cette sortie qui affole la capitale politique du Cameroun. Est-ce un complot contre le Cameroun? S'interroge la classe politique. Le régime de Yaoundé rappelle que le Cameroun est un état de droit qui respecte la dignité humaine ainsi qu'un bien-être de ses populations et donc surpris quant à la présentation que fait le Parlement européen du fonctionnement au quotidien de ses institutions. Et ces résolutions du Parlement européen suscitent de vifs débats dans les chaumières. Le regard politique est divisé, qu'on soit de l'opposition du parti au pouvoir. D'aucuns dénoncent l'ingérence de la part de ces Européens. D'autres y voient la réalité sombre de la situation sociopolitique et sécuritaire du Cameroun. L'opposition qui redoute de nouvelles sanctions diplomatiques, économiques et politiques à l'encontre du gouvernement s'il s'obstine à ne pas s'engager sur la voie du dialogue inclusif afin d'apaiser les tensions sociopolitiques décriées à travers le pays. Réaction croisée dans ce reportage que signe Kedjara. Les résolutions du Parlement européen du 18 avril 2019 sur le Cameroun enflamment la sphère politique nationale. D'abord contestée par certains analystes politiques et traités de faux, il va finalement être authentifié, provoquant des réactions de l'Assemblée nationale et du Sénat camerounais qui, à chaque fois, ont tenu à rappeler le caractère démocratique d'un Cameroun qui dispose d'un ensemble d'outils nationaux et internationaux lui permettant de régler, sans ingérence aucune, ces différents problèmes. Invités sur le plateau de droit de réponse ce dimanche, les hommes politiques et de la société civile se sont exprimés sur la question. Pour Edmond Kamgia, journaliste à la Nouvelle Expression, il s'agit de rapports préparés par de nombreuses commissions représentées par près de 700 députés. Chacune des commissions en relation avec son domaine particulier a eu à s'intéresser à cette question. Sur le Cameroun, sur les droits de l'homme, sur le contexte sociopolitique, sur la question anglophone, a pu faire des propositions. Il y a eu des discussions en commission avant d'en arriver à la séance plénière où la majorité, en tout cas, où tous les députés, les plus de 700 députés européens se sont prononcés sur la résolution et l'ont adoptée en majorité. Des résolutions qui, selon Alain Djipou, journaliste, ne sont que la résultante de multiples plaintes formulées en interne. Cette situation ne pouvait qu'émouvoir une fois de plus la communauté internationale qui a fait une sortie pour appeler au dialogue. Nous pensons que cette sortie du Parlement européen n'est pas fortuite. Ça vient juste donner plus de poids à tout ce que nous émettons sur les plateaux, dans nos écrits, dans nos différents papiers au quotidien, à savoir l'urgence de s'asseoir autour d'une table pour parler vrai, pour examiner le problème anglophone et jeter les bases d'une résolution durable d'un conflit qui n'a que trop duré. Charles Elizong, militant du RDPC, va quant à lui fustiger ce qu'il qualifie d'ingérence de l'Union européenne. Si l'Union européenne veut que le Cameroun respecte les droits de l'homme, c'est qu'il y a d'abord une accusation infondée, que l'Union européenne commence par respecter la constitution du Cameroun, qui veut que les ressortissants du Cameroun respectent aussi les institutions de ce pays. Le Conseil constitutionnel a statué et a désigné un des candidats vainqueurs à l'élection. Et ce Parlement européen aurait dû demander à ceux-là de respecter aussi scrupuleusement les lois de leur pays. Cette organisation vient
en aide, entre guillemets, au Cameroun, personne ne vous parle d'ingérence, personne ne vous parle de violation de la souveraineté. Mais lorsque ces mêmes partenaires, en vertu évidemment des accords, des instruments qui nous lient, attirent l'attention de nos dirigeants vis-à-vis de ce que ces dirigeants-là font au peuple souverain, alors ces mêmes dirigeants se mettent à crier en disant qu'il y a atteinte à la souveraineté. Il va plus loin et annonce la mise sur pied d'une contre-offensive gouvernementale. Certains députés ont eu des rapports venant du Cameroun, peut-être à travers certains médias, à travers certains réseaux sociaux. Alors, il s'agit maintenant qu'une contre-offensive gouvernementale, et ne vous en faites pas, elle est en route. Et vous verrez que dans quelques jours, le même discours ne tiendra plus. Et puis, une institution aussi prestigieuse que l'Union européenne ne donne pas des ordres à un État souverain. Les résolutions définitives du Parlement européen, c'est un total de 5 pages qui renseignent sur la situation politique, sécuritaire et sociale du Cameroun. Il se décline en 13 propositions de solutions destinées à rétablir la paix et l'équilibre au Cameroun. Dans le reste de l'actualité, après la mise en service du barrage hydroélectrique de Memvele, des délestages se poursuivent à Ebolova dans la région du Sud. Là-bas, les populations apprécient diversement cette bouffée d'oxygène, cette première lumière dans la ville d'Ebolova entre ceux qui renouent avec l'énergie électrique et ceux qui subissent encore des coupures et délestages. Ils réagissent dans ce reportage que signent Roger Takala et Gladys Sidier. Le barrage hydroélectrique de Memvele est désormais sous tension. Sur les 211 MW d'électricité à produire par ce barrage, 80 MW ont été débités et viennent d'être reliés au réseau électrique interconnecté Sud. Nous confirmons les premiers mégawatts de Memvele sont dans le réseau. Quand je dis dans le réseau, il faut bien comprendre que ce barrage se situe dans le réseau interconnecté Sud. Ce réseau qui exclut les régions du Septentrion et la région de l'Est. Toutes les autres régions reçoivent l'énergie de ce barrage. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie a procédé à une mise en service provisoire du barrage hydroélectrique de Memvele, dont les travaux ont débuté en 2012. S'il fallait attendre la fin de ces travaux, il fallait aller jusqu'en 2021. Nous avons pris cette décision et aujourd'hui, Memvele, c'est désormais effectif. Ces centrales à gasoil, je l'ai toujours dit, nous coûtent en moyenne 1 milliard de francs CFA chaque semaine. Nous ne disons pas par mois, nous disons 1 milliard par semaine. Rien que pour la soirée d'hier, le système avec la mise en service, l'injection des premiers mégawatts de Memvele, le système a fait des économies de l'ordre de 30 millions de francs CFA. Une évaluation faite, nous projetons des économies de l'ordre de 350 millions de francs CFA par semaine avec la mise en service de Memvele. La mise en service du barrage de Memvele est un soulagement pour les populations du Sud, très souvent sevrées d'énergie électrique. Mais il ne garantit pas pour autant la fin des délestages. Sous tension partielle du barrage hydroélectrique de Memvele va venir abréger le calvaire des populations de la région du Sud particulièrement, qui n'en pouvaient plus de coupures intempestives de courant. C'est une très bonne nouvelle parce que vous vivez à Ebolova, vous savez le phénomène qu'on a connu depuis un certain temps, c'est-à-dire des coupures à chaque heure pendant une semaine. Et vraiment, Memvele est venu soulager les populations d'Ebolova. Les délestages ne vont pas s'arrêter, mais seront réduits de manière substantielle. Parce que l'une des causes des délestages, c'est aussi l'entretien des lignes. Les délestages, c'est aussi la chute des poteaux. La centrale électrique de Memvele a été mise sur pied pour pallier au vieillissement du barrage de Songlolo. Toutefois, son impact ne sera pas important sur la desserte en énergie électrique, puisque le déficit énergétique tourne autour de 100 MW et la croissance en énergie électrique est de 8% chaque année au Cameroun.
Restons dans la région du sud où les cacaoculteurs éprouvent de sérieuses difficultés à améliorer leur production. Ils l'ont fait savoir aux autorités en charge de l'agriculture, notamment la question des financements en vue de pouvoir améliorer les semences et également de pouvoir produire et vendre à un coût accessible des plantes et récriminations évoquées lors d'une rencontre qui s'est tenue il y a quelques jours à Ebolova. Reportage Roger Takala et Isabelle Carole Zoupet. La production cacaoyère se porte mal à Ngovayan, dans l'arrondissement de l'Olodov, région du Sud. Les difficultés d'accès au crédit pour les opérateurs, la cherté des intrants phytosanitaires, le coût élevé du matériel adéquat pour une production rentable sont quelques difficultés que rencontrent les cacaoculteurs de cette localité et de ses environs. Pour améliorer leurs conditions de travail et par conséquent la production, ces derniers reçoivent du matériel agricole offert par le programme d'appui à l'insertion des jeunes agriculteurs. Pulvérisateurs, paires de bottes, machettes, casques, combinaisons ont été distribués à chacun de ces jeunes cacaoculteurs. Ça me permettra de faire une bonne production et très grande parce qu'à l'aide de ça, je ne sais pas ce qui va faire en sorte que je ne produis pas en abondance. Ces bénéficiaires, bien que mieux outillés, souhaitent que de telles actions se multiplient pour de meilleurs rendements. Nous leur prions de revenir bientôt parce que on n'a pas besoin seulement de ceci. Pour améliorer la production du cacaoyer, il faut des fongicides, des insecticides. Oui. Donc comme c'est le début, on sait que prochainement il y aura encore d'autres choses. Les agriculteurs de Ngovayan, c'est quasi tous les agriculteurs de l'ensemble du pays qui ne cessent d'implorer les pouvoirs publics de faire véritablement de l'agriculture une priorité. Se faire établir un acte de naissance dans l'arrondissement de Yoko relève d'un parcours de combattant. Là-bas, plusieurs villages sont dépourvus des centres d'état civil et de nombreux enfants se retrouvent sans identité et contraints d'abandonner l'école. À cela s'ajoute l'insuffisance des centres de santé pour recevoir des soins médicaux adéquats. C'est le constat que font Charles Melingui et Marcelin Gansop dans ce reportage. En l'absence de données fiables, il est difficile d'établir le nombre de personnes ne disposant pas d'acte de naissance dans l'arrondissement de Yoko. Et pourtant le mal est profond, que ce soit en Fouy, Mangaï ou Bimbim, pour ne citer que ces 3 villages que nous avons pu parcourir. De nombreux enfants sont sans acte de naissance. Les centres d'état civil secondaires ne fonctionnent pas beaucoup. Il n'y a que un, celui de Njolé, qui fonctionne. Et toutes les populations sont donc obligées de converger vers la commune de Yoko au niveau du centre principal. Chaque fois que nous nous retrouvons à la mairie pour avoir les actes d'état civil, les actes de naissance de nos enfants, on nous demande toujours la déclaration de naissance de nos enfants. Nous aimerons, si nous pouvons avoir ne serait-ce qu'un cabinet de soins, qu'on nous fasse cette faveur de nous donner ces petits cabinets de soins dans le village Bimbim. Parfois, nous sommes obligés de remonter jusqu'à Yoko. Les parents posent 2 principales difficultés, la rareté des centres de santé et la quasi-inexistence des centres d'état civil, ce qui amène la plupart des femmes à accoucher à domicile, non sans courir d'autres risques. J'aurais souhaité que nous on ait aussi un centre de santé pour que cette distance, déjà quand il pleut ou quand il ne pleut pas, devienne souvent difficile au moyen de transport. On va nous demander pourquoi votre femme n'a pas accouché à l'hôpital. En portant déjà la femme sur une moto qui va accoucher, quel est l'accident qu'on court? Nous sommes à près d'une 50aine de kilomètres de Yoko. Que devrions-nous faire? Si le gouvernement peut comprendre nos besoins, parce que des fois, juste le paludisme peut tuer un Camerounais. C'est donc un tir groupé en direction des pouvoirs publics qui ne facilitent pas à leur niveau l'accès des populations aux actes de l'état civil, parmi lesquels les actes de naissance. Mais certains chefs de famille sont également placés au banc des accusés en raison du désintérêt qu'ils manifestent sur la question de l'établissement des actes de naissance. Ces parents préférant voir les enfants dans les champs plutôt que sur les bancs d'école. Résultat des courses, le taux de déperdition scolaire est constamment en hausse dans plusieurs villages de l'arrondissement de Yoko. Nous n'avons pas un officier d'état civil dans notre village. Ce qui fait que certains élèves ont déserté parce qu'ils n'avaient pas d'acte de naissance. Ils n'ont pas eu d'acte de naissance, alors ils se sont jetés dans la vie active. Vraiment, c'est une grosse perte pour les parents et pour eux qui ont été déviés de leur éducation pour se jeter dans l'agriculture et l'élevage, la pêche. C'est déjà un problème de sensibilisation, c'est-à-dire que les parents ne sont pas suffisamment
intéressés par la délivrance des actes de naissance. Pourtant, ces actes de naissance sont établis gratuitement au niveau de la commune. Dans une récente sortie, le ministre de la Décentralisation et du Développement local a instruit ses services de procéder à la régularisation de la situation de tous ceux qui sont sans acte de naissance sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes en train de sensibiliser actuellement toutes les populations. Nous sommes partis de Sengbeng à Essanja pour sensibiliser nos populations sur le fait que la gratuité de l'état civil est effective à Yoko. Et au niveau du conseil municipal, en tant que conseiller municipal aussi, nous avons déjà mis dans le budget de cette année un peu de moyens pour aider certains parents à pouvoir se rendre au niveau d'une TUI pour les audiences foraines. C'est un jeu qui vaut la chandelle, puisqu'une récente enquête menée par le Bureau national de l'état civil révèle que pour la seule région de l'extrême nord, plus de 400 000 élèves sont sans acte de naissance. Du côté de la région de l'Ouest, une enquête similaire menée dans 6 des 8 départements révèle que plus de 56 000 personnes n'ont pas ce précieux sésame. C'est dire combien le mal est profond si la même enquête est menée dans toutes les régions du pays. Il faut donc agir. Partons à l'étranger, au Soudan, où les pourparlers ont été interrompus entre l'armée soudanaise et les manifestants civils. La paume de discorde, c'est la mise en place d'un pouvoir civil de transition. Et aux dernières nouvelles, Omar El-Béchir est dans de sales draps après la découverte d'une importante somme d'argent non déclarée dans sa résidence. On fait le point avec Eric Martial Ndiomo. La pression de la rue s'intensifie sur la junte militaire au pouvoir, réunie autour du Conseil militaire de transition au Soudan. Ce conseil dirigé par Abdel Fattah Bourham est appelé à quitter le pouvoir et surtout à le remettre aux civils. Ce qui se passe, c'est que la révolution a répondu à certaines des revendications et j'espère que le Conseil militaire respectera les 15 jours qui a été donné par l'Union africaine afin que le Soudan puisse avoir un nouveau visage. Et j'espère que le nouveau gouvernement résoudra toutes les crises qui ont débuté depuis l'année dernière sur les plans économiques et politiques et qui ont tué toutes les relations avec les autres pays. Nous resterons ici malgré les menaces de l'armée. Nous continuerons de protester, les menaces ne nous effrayeront pas et nous donnerons plus de force. Dans cette logique, les responsables de la contestation ont décidé, pour mieux se faire entendre, de stopper toutes les discussions engagées avec l'armée. De plus, ils appellent la population à intensifier les mouvements de protestation dans la rue, car une junte militaire au pouvoir serait tout simplement le prolongement du régime d'Omar El-Béchir. En réponse, le Conseil militaire de transition a promis de transférer le pouvoir au peuple sous peu. L'on annonce la matérialisation de cette promesse dans les jours à venir. Dans la foulée, les réunions se multiplient pour la désignation du gouvernement civil qui mènera la transition. La coalition Liberté et Changement, qui réunit plusieurs partis politiques d'opposition, avait déjà proposé des noms et avait reçu une fin de non-recevoir du Conseil militaire de transition. Une posture qui a fait dire aux partis d'opposition que le Conseil militaire était plus favorable aux partis conservateurs et aux formations islamistes traditionnellement plus proches du régime déchu. Les prochains jours promettent d'autres rebondissements. Deux questions taraudent l'esprit des fans des Lions indomptables. Pourquoi le coq sportif a été choisi comme l'équipementier des sélections nationales de football? Quelles sont les résolutions et les différentes articulations du contrat signé entre la FECAFOOT et le coq sportif? Le président de la Fédération camerounaise de football s'est montré peu bavard à ce sujet. Il a évoqué la nécessité de s'expliquer d'abord devant ses pairs avant d'évoquer d'autres annonces et réformes à venir au sein de la Fédération camerounaise de football. Des précisions avec Aïk Cyril. Comme si le caillou avait quitté la chaussure, Seydou Mbombo-Njoya, conforté par la dernière décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun, annonce qu'il va désormais travailler en paix. Cette sentence est une victoire pour le football camerounais. Cette décision va nous permettre de poursuivre sereinement notre œuvre de reconstruction du football camerounais. Ce dernier est dans la léthargie depuis que certains acteurs ont transformé les tribunaux en terrain de football.
ce qui a causé un préjudice énorme au football sur le plan du développement et même sur le plan financier. Le premier acte posé par le président de la FECAFOOT depuis la sentence de la CCA, c'est l'accord trouvé avec l'équipementier Le Coq Sportif. Toutefois, Seydou Mbombo Njoya annonce que pour ce qui est des détails, tout comme la signature du contrat proprement dit, il faut encore attendre l'approbation du comité exécutif et de l'Assemblée générale de la FECAFOOT. Nous rendrons compte au comité exécutif dans les prochaines semaines, comme le précisent nos textes, et l'Assemblée générale sera informée et la proposition, enfin le contrat pourra donc être signé. Nous envisageons cette signature au cours, en marge de cette Assemblée générale, du comité exécutif. Ça sera la transparence totale. Comme en Europe, les contrats seront, vous les aurez, les termes seront clairs. On vous donnera tous les termes. Je ne peux pas vous les donner aujourd'hui parce que quand même, permettez-moi d'avoir un peu plus de respect pour mon comité exécutif et l'Assemblée générale. Parlant de la CAN 2019, dont le tirage au sort des poules vient d'être effectué, le président de la FECAFOOT annonce la signature prochaine d'un partenariat avec la Fédération qatarite de football en vue de booster la préparation des Lions indomptables. Des négociations sont en cours et un mémorandum d'entente sera signé dans les prochains jours avec une fédération sœur. Et ce partenariat sera bénéfique pour la préparation, d'ailleurs, sera bénéfique pour la préparation de l'équipe nationale pour la CAN Total 2019. On y reviendra, mais je peux déjà vous dire qu'il s'agit effectivement de la Fédération qatari de football. Mais les Lions disputeront-ils la CAN en Égypte? Bien sûr, répond Seydou Mbombo Njoya. Le président de la FECAFOOT affirme avoir été rassuré par le service juridique de la CAF pour qui la plainte déposée par les Comores au TAS ne peut pas prospérer. J'ai eu une séance de travail avec le service juridique de la CAF récemment qui m'a donné toutes les assurances sur ce dossier, qui pour eux est un dossier clos, qui ne souffre d'aucun risque. Seydou Mbombo Njoya a profité de cette sortie médiatique pour faire le bilan de ses 6 premiers mois à la tête de la Fédération camerounaise de football. Bilan satisfaisant selon lui, d'autant que la fédération retrouve peu à peu ses lettres de noblesse après 6 années d'instabilité. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. L'Union européenne menace de saisir le Conseil de sécurité en cas de non-résolution de la crise dans les régions nord-ouest et sud-ouest. Et vous avez suivi cette levée de bouclier des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale qui estiment que ces députés européens n'ont pas la réalité de la situation socio-politique au Cameroun, au-delà de les inviter à un séjour, à séjourner dans le pays, le Cameroun. Le président du Sénat et celui de l'Assemblée nationale ont tenu à faire savoir que le gouvernement de la République, ouvert au dialogue, continue de trouver des réponses aux problèmes posés dans les régions anglophones et à la situation sécuritaire. Un avis que ne partage pas l'opposition et les parlementaires européens qui, vous l'avez signalé, pourraient aller jusqu'à des sanctions à l'encontre du Cameroun si ces violations des droits de l'homme continuent d'être enregistrées sur le théâtre de la crise anglophone, mais aussi dans le cadre de la lutte contre le terrorisme à l'extrême nord du pays. Voilà, Cédric, c'est donc l'essentiel d'Equinox Soir, deuxième partie, le débrief. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Madame, Monsieur, dans un instant, la suite Equinox Soir, toujours en compagnie de nos 4 invités.